Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à la conférence qui a pour thème le rôle de l'Afrique pour le décollage économique, présidée par M. Shenga Wani, qui est un jeune étudiant à l'université de Borum et en ingénierie civile. Et par la suite, il a eu à faire 2 ouvrages. Un, le miracle économique, Contenu dans le miracle économique, tome 1, et 2, partenariats sur notre soleil se lèvera bientôt. Mais ce n'est pas tout en tant que panafricaniste agissant. Il est le président de Contenu d'organisation qui est une plateforme et qui sensibilise et mobilise les jeunes au niveau de l'économie. Nous savons tous que notre continent est un peu renfermé. Donc, de ce fait, il a voulu, par une initiative, nous amener vers là et nous soulever en fait. Et par la suite, je vais lui laisser la parole pour qu'il nous dise et qu'il nous inscrive un peu par rapport à ça, parce que tout ce qui nous semble là, nous attendons plus que ça. Donc, sur vos ovations, on accueille M. Shenga Wani. Bonsoir, bon après-midi. Je tiens d'abord à vous remercier d'être venus si nombreux, étudiants, universitaires, journalistes. Avant qu'on ne débute, j'aimerais qu'on se lève et qu'on accorde 1 minute de silence en la mémoire de nos frères et sœurs de Tripoli à Goma, passant par Yopougon en Côte d'Ivoire. Ils sont tombés sur le chemin de la victoire. Lèvons-nous et saluons leur courage. Merci. Me donner ici aujourd'hui est d'abord un privilège pour moi, parce que ce n'est pas tous les jours que des centaines de jeunes Africains se regroupent pour parler des problèmes de l'Afrique, de l'avenir. Pour commencer, la plupart de vous ne me connaissent pas. Je suis Shenga Wani, un Africain de 23 ans, né ici au Cameroun en 1989. 1989, c'est une année, ça a été une année mouvementée. On assiste sur le plan international, nous assistons à ce qu'on appelait la chute du mur de Berlin. Les répercussions sur le plan national sonnent le début du multipartisme.
Et en 1989, pour notre pays, c'est aussi l'année du décès du président Amadou Ahidjo à Dakar au Sénégal. La plupart d'entre vous se demandent sûrement ce que c'est que Kutenda, pourquoi maintenant, à quoi ça sert, etc. Avant de commencer, avant d'expliquer cela, j'aimerais d'abord donner quelques éléments sur moi-même pour que vous puissiez mieux comprendre le but, comment on dit, pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on fait cela, pourquoi on s'est engagé ici. J'appartiens à cette classe sociale qu'on appelle ici, chez nous, au Cameroun, le bas peuple. Je suis né ici, au Cameroun, et j'ai grandi dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la région, à Bafoussam, le quartier Congo et Gouache. Congo et Gouache. Très tôt, j'ai compris qu'il fallait que je me batte par mes propres moyens pour joindre les deux bouts. C'est ainsi que j'ai été amené à faire plein d'activités. J'ai fait le pouce-pouce au marché B de Bafoussam avec des voisins. J'ai aussi, pendant les vacances, vendu la canne à sucre et le sel de cuisine au marché Balai. Tout ça, ça Bafoussam. À la sortie des classes, je devais me dépêcher pour aller au lieu dit sens interdit. C'est à Bafoussam. Ma mère avait un tourneau d'eau là-bas, le cordon bleu. Je devais donc laver les assiettes, plonger comme on dit, à la sortie des classes. Mais une fois arrivé au lycée, je me suis dit, je vais arrêter à faire cela, il me faut maintenant passer à autre chose. C'est ainsi que je me suis demandé comment est-ce que je peux gagner de l'argent sans plus faire le pouce-pouce, etc. C'est ainsi que nous qui venions des écoles publiques, écoles primaires publiques, on avait des sérieux problèmes lorsqu'on arrivait au lycée, puisqu'on n'avait pas, on n'était pas habitué à l'emploi du temps. Parce qu'à l'école primaire, on a le cahier rouge pour le jour, le cahier vert avec la couverture verte pour le résumé, je crois, etc. Donc on avait des problèmes d'emploi du temps. Alors je me suis demandé comment est-ce que je peux résoudre ce problème. Tout d'abord, j'étais un habitué au bureau du surveillant du secteur, puisque je ne lavais pas le sol. Donc j'étais puni régulièrement. Et lorsque j'arrivais dans le bureau du surveillant du secteur, je voyais toujours sur le mur, il y a un tableau là, sur lequel étaient collés les emplois de temps de toutes les autres classes du secteur, 6e, M1, F1, etc. Alors je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'on ne peut pas distribuer cela aux étudiants, aux élèves. Cela devait faciliter la tâche. Alors il m'a répondu que le lycée n'avait pas assez d'argent, le budget ne suffisait pas pour financer cela. C'est ainsi que je me suis dit, je peux produire cela pour résoudre ce problème-là. À l'époque, j'avais une vieille machine, un Pentium 2, un ordinateur Pentium 2 et une vieille imprimante. Alors, avec le programme Word, j'ai donc réussi à reproduire ces emplois de temps que j'ai fait. J'ai dessiné cela sur un papier A4, mais en modèle réduit, donc 4 exemplaires par format que j'imprimais. Ensuite, pour les multiplier, par la suite, une
photocopieuse à 15 francs l'exemplaire et que je découpais pour vendre à mes amis de classe à 25 francs l'unité. C'est ainsi que j'avais résolu le problème de toute une promotion des lycéens. Par la suite, mes affaires marchaient bien. Pour un enfant de 5e, 6e, j'avais plein d'argent. Je n'avais plus besoin de l'argent de baigner de mes parents. Mais une fois arrivé en 4e, j'avais les difficultés parce qu'on était déjà devenu assez grand pour maîtriser ou bien retenir notre emploi de temps. Donc personne n'achetait plus mes emplois de temps. Je me suis donc dit, il nous faut donc passer à autre chose. Donc c'est à ce moment que mon esprit d'entrepreneuriat a commencé à se mettre en mouvement parce que je devais réfléchir, penser comment est-ce que, dans quelle autre activité je pouvais exercer. À cette époque, je crois que c'était en 2005, je crois, c'était le boom des cybercafés. dont l'heure était encore, je crois, 700 francs l'heure, une heure. Donc, c'était encore très cher. Et je constatais que le week-end ou bien après les classes, la plupart de mes camarades se rassemblaient pour cotiser l'argent, pour aller dans les cybercafés, pour jouer aux jeux vidéo, aux jeux en ligne. Alors, j'ai fait quelque sorte des études de faisabilité pour voir comment ce domaine fonctionne. C'est ainsi que j'ai constaté que c'était un marché juteux, que je pouvais exploiter cela. C'est ainsi que j'ai acheté, j'ai investi là-dedans, j'ai acheté un graveur CD et une pile de CD vierge que je suis rentré à la maison, j'ai pris ma clé USB, je suis allé au cyber et j'ai essayé de télécharger les jeux dont mes camarades passaient le temps à jouer, dont Need for Speed, Street Fighter, etc. Et je suis rentré à la maison, je gravais cela sur CD et je revendais à tous mes amis de classe. Tous mes amis de classe et aussi les classes voisines, presque tous ceux qui avaient moins de 20 ans, ils achetaient ces jeux à 500 francs, 300 francs, ça dépendait de la qualité du jeu. Et c'est comme ça que nous avons donc réussi à distribuer les jeux vidéo, les CD à presque tout le lycée. On avait tout un réseau au lycée bilingue, lycée classique, lycée Saint-Thomas d'Accueil, etc. Donc c'est dans cette activité-là que j'ai finalement fini avec mes études secondaires. Après le bac, je me suis donc dit il faut que j'aille en Europe, à l'étranger, pour avoir plus de connaissances, pour continuer mes études. Là j'avais, je crois, 3 possibilités, l'Italie, l'Allemagne et la France. Pour la France, il y a l'embouteillage là-bas, c'est difficile d'obtenir un visa, il y a toute une liste d'attente. Pour l'Italie, ils ont une méthode de sélection qui ne m'était pas favorable, puisqu'ils prennent plus en fonction de la mention, etc. Donc la seule solution, la seule issue pour moi était l'Allemagne. Donc, j'étais donc obligé d'aller à Yaoundé, à la capitale, pour la première fois, où je devais faire les cours d'allemand. C'est ainsi que là-bas, j'ai résidé aussi dans l'un des quartiers les plus défavorisés. C'était à la Carrière. La Carrière, c'est là vers le marché Bopi, non pas Bopi, le marché Mokolo. C'est là vers le marché Mokolo. Donc c'est là que je fais les cours de langue. C'est là que j'habitais lorsque je faisais les cours de langue. Et j'étais dans un immeuble où en dessous, au rez-de-chaussée, se trouvait, comment on appelle ça, une vente à porter qui ne fermait jamais. Il n'avait même pas de porte. Il ne fermait jamais. Donc c'était la musique tous les jours.
Et en face, je crois que c'est une gare routière qui est là-bas, qui charge pour l'ouest, etc. Donc c'est dans ces conditions-là que j'ai fini avec mon, je ne sais pas si c'est un diplôme, mon document, le SIDAF, qui permet d'avoir le visa. Donc pour demander un visa en Allemagne, il faut d'abord avoir le SIDAF. Maintenant, c'est un peu changé, il y a d'autres qui vont sans cours de langue, mais c'était comme ça. Donc j'ai donc passé 6 mois à Yaoundé pour finir avec les cours d'allemand. Donc en 2009, fin 2009, je suis donc allé, j'ai donc obtenu mon visa et je suis allé en Allemagne. En quittant le Cameroun, en quittant l'Afrique, je savais que l'Europe, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas l'Eldorado comme on pense, mais pas à ce point-là. Une fois arrivé en Allemagne, j'ai été accueilli par les conseils de ceux qu'on appelle les anciens là-bas, c'est-à-dire ceux qui ont passé plus de 5 ans, au minimum 5 ans. Ils m'ont dit, petit, ici c'est le front. Lorsque tu arrives ici là, ta priorité doit être les études, mais tu dois travailler, tu dois jobber, tu dois tout faire ce que tu peux ici là pour obtenir quelques sous pour vivre. Et tu dois donc continuer avec les études, avoir ta licence, ensuite ton master, si on est dans le système camerounais, ton master, et tu pourras ensuite faire les demandes dans les sociétés, les usines. Ils vont te prendre, tu vas toucher tu vas gagner dans les 2000 € par mois. Tu pourras rentrer au Cameroun ou en Afrique, peut-être pour 1-2 semaines, une fois par an. Donc voilà la ligne à suivre. Si tu prends un autre chemin, tu ne dois pas t'en sortir. Donc après ces conseils, j'avais un problème parce que ça ne coïncidait pas avec ma conception de la chose. Je voyais ça autrement. Alors je me demandais comment est-ce que je peux être utile à mon pays si je viens juste pour passer 2 semaines pour faire la fête et rentrer. Donc ça ne passait pas. Et en tant qu'entrepreneur, depuis l'âge de 11 ans, je ne me voyais pas en train de laver les assiettes et laver le sol pour avoir quelques sous. Donc, mais à ce que cela le tienne, j'ai quand même suivi la masse. J'ai donc effectué tous les travaux qu'un émigré peut faire pour gagner de l'argent. Je vais vous montrer quelques photos. Ici, j'ai compris les soldes de cuisine des entreprises. J'ai fait ça pendant quelques mois, mais en parallèle, je faisais toujours les cours d'allemand, parce que lorsqu'on arrive en Allemagne, il faut continuer, je crois, environ 4 mois de cours d'allemand avant d'avoir la possibilité, avant d'avoir ce qu'on appelle le DSA, pour avoir la possibilité d'accéder à l'université. Par la suite, j'ai lavé les voitures dans une société qui s'appelle Mr. Wash. Ici, on lave les voitures. Je ne sais pas si vous voyez la qualité. Là, je lavais les voitures. On lavait environ les voitures en chaîne, environ 250 à 400 voitures par jour. Ici, là, je travaille dans une société un peu comme aux brasseries, c'est-à-dire on portait les casiers, mais là c'est les casiers vides, parce qu'en Europe on recycle les bouteilles, donc il fallait rassembler les casiers de jus, de bière à part et tout. Ici, je travaillais dans je jobais, c'est pas le travail. Ici, je jobais dans une usine
découpe le caoutchouc pour fabriquer les terrains de tennis. Donc ça c'est la gomme, ça s'enterre. Ici c'est une société qui, c'est Johnson Control, une société qui, un sous-traitant qui produit les sièges pour la marque automobile Opel Ford. Ici, je portais les roues, on fabriquait les roues ici, c'est un gros Dortmund en Allemagne. Et ici, j'étais servant dans une discothèque, c'est Prata, c'est la plus grande boîte de nuit de Borom où j'habite, où je séjourne. Ici, j'ai lavé les plats dans une société qui s'appelle Arama, ils font dans la gastronomie. Donc on devait donc laver les plats pour avoir de quoi manger. Là c'est la vidéo. Là c'est où on montait les roues. On ne voit pas très bien. Là, c'est où on fabriquait les gommes. Et là, c'est où on montait les sièges à Opel, non, à Johnson Control. Ce sont les sièges de voiture. Ok. Ici, c'était sur la chaîne où on portait les casiers. À 30 degrés à l'ombre, c'était en été. Okay. Donc là, c'est quelques-uns des travaux, des jobs que j'ai été obligé de faire pour trouver l'argent de loyer, l'argent pour payer le loyer, ce que tu vas manger, donc pour faire les achats, les tickets de bus et l'assurance, parce qu'on paye l'assurance maladie là-bas à environ 78 € par mois. Oui, donc j'ai effectué cela pendant 9 mois environ, parce qu'en Allemagne, il y a deux rentrées, la rentrée d'avril et la rentrée d'octobre. Donc j'ai fini avec le diplôme de langue en décembre. Je ne pouvais pas commencer les études, je ne pouvais pas débuter avec les études en avril, donc j'étais obligé d'attendre la rentrée d'octobre. Donc c'est environ 10 mois que j'ai effectué tous ces jobs-là.
Mais une fois arrivé à l'université en octobre 2010, j'ai commencé à discuter avec mes camarades de classe, allemands, européens, espagnols, tous ces gens-là. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'eux ne travaillent pas, pour la plupart. Ils reçoivent ce qu'on appelle le BAföG. C'est une sorte de bourse que les étudiants de nationalité allemande reçoivent pour financer les études. Je crois que c'est 400, 500 euros. Et ceux qui ne reçoivent pas cela reçoivent le financement de leurs parents. Donc, ils ne travaillent pas, ils ne font pas tous ces jobs d'émigrés là. Et la deuxième chose que j'ai constatée, c'est qu'ils sont tellement optimistes sur l'avenir, donc ils n'ont pas de guerre civile, ils n'ont pas de problème psychologique, ils n'ont pas de problème. Donc, lorsque j'ai constaté cela, je me suis demandé pourquoi est-ce que c'est nous les Africains qui allons passer le temps à porter les casiers, laver les sols, nettoyer les toilettes. Alors je me suis dit, je vais redevenir l'entrepreneur que j'étais, je vais créer ma propre société. Pour cela, je suis entré en contact, je voulais faire dans le textile, c'est-à-dire ouvrir une sorte de boutique en ligne, un internet shop, pour vendre des articles comme des pullovers, des polos, des chemises. Je suis donc entré en contact avec des partenaires en Turquie, en Chine. Ils m'ont fourni quelques exemplaires. Donc la société avait déjà débuté, mais elle était encore virtuelle. En tant que légaliste, il fallait donc que j'enregistre la société. Je vais donc aux finances et aux impôts pour payer les impôts comme tout le monde. Une fois arrivé aux impôts, ils m'ont dit, en tant qu'étudiant étranger, je n'ai pas le droit d'être indépendant, d'avoir ma propre structure. Donc ce que j'ai à faire, c'est juste laver le sol comme ils me demandent là. Et ils m'ont dit que c'est écrit dans mon passeport. J'ai commencé à regarder mon passeport vert et je suis tombé sur la page où c'est écrit en allemand, j'ai fait la traduction. Tu es ici là pour faire tes études, tu n'as pas le droit d'avoir ta propre structure. Si tu veux porter les assiettes pour laver le sol, tu as juste 90 jours au cours de l'année. Si tu tentes de mettre fin à tes études, on te rapatrie chez toi. Si tu sais lire l'allemand, c'est là. Donc, c'est ça qu'ils ont écrit là-dedans, en gros. Et je me suis donc dit, après avoir lu cela, je me suis donc dit, si je peux pas donc créer ma propre structure en Allemagne, donc je serais donc obligé de laver les assiettes pour être un employé quelque part. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je ne veux pas être l'employé de quelqu'un. Alors j'ai organisé une petite réunion avec quelques Africains, quelques amis. Je leur ai dit, ils ne veulent pas que nous créions nos sociétés ici chez eux. Rentrons dans l'Afrique après notre formation et créons là-bas nos sociétés, créons de l'emploi là-bas. Ainsi, sachant qu'on ne peut pas faire cela tout seul, il faut mobiliser un maximum de personnes. On s'est donc dit, il faut mettre en place quelque chose qui rassemble les Africains, quelque chose qui va amener plusieurs personnes à adhérer au projet ou bien à ce qu'on veut faire. C'est ainsi qu'on a mis sur pied le concept Kutenda. Donc Kutenda n'est pas une ONG, ce n'est pas une association, c'est un concept. Donc comme on dit, le concept pays émergent, ce n'est pas une association, ce n'est pas une ONG, donc c'est un concept pour propulser une population vers un objectif donné. Donc nous avons créé le concept
Kutenda. Kutenda, c'est en langue le Swahili, c'est la seule langue qui représente l'Afrique sur le plan international, sur le Swahili. Kutenda en Swahili signifie agir. C'est ce que ça signifie en Swahili. Agir, faire quelque chose, réagir, etc. Donc, nous avons mis cela sur pied pour rassembler les Africains, pour les sensibiliser, pour les amener à prendre conscience des réalités et des enjeux mondiaux, aussi pour réveiller les Africains, parce qu'on a l'impression que les Africains, les jeunes Africains, la jeunesse africaine dort, elle attend que les dirigeants fassent les choses à leur place. Et nous, on veut prendre les choses en main. Donc, nous voulons agir, comme dit Kutenda. Nous voulons aussi amener les Africains à prendre conscience qu'ils sont assis sur la richesse, que le paradis c'est ici en Afrique et nulle part ailleurs. Donc, les amener à aimer le continent, à aimer les terres, parce qu'on ne peut pas s'engager, on ne peut pas développer une terre qu'on n'aime pas. C'est le professeur Koumandoumbé à Douala qui dit souvent que si on garde un bateau au port de Douala, on demande qui veut aller en Europe, le bateau sera plein. Mais pourtant, si on garde le même bateau en Chine, en Pékin, où certains gens vivent dans les conditions plus défavorables, des conditions défavorisées, plus qu'ici, le bateau sera vide. Donc, au cours de cette conférence, on va essayer de comprendre ce paradoxe-là. Pour Kutenda, la première chose à faire, le plan d'action de Kutenda, c'est d'abord dans un domaine pédagogique, puisque il y a d'abord tout un vocabulaire qui est un obstacle au développement. Les trucs comme pays émergents, sous-développement, pauvreté, etc. Ces vocabulaires ne correspondent pas avec le développement. Donc nous devons changer tout ce vocabulaire-là. Nous devons nous-mêmes créer nos propres mots, créer nos propres concepts. Donc ça, c'est déjà dans ça que nous faisons à travers les ouvrages que nous produisons. Là, c'est le premier livre que nous avons écrit, Kutenda, le miracle économique, tome 1. Notre deuxième plan d'action, c'est aussi à travers, toujours dans le cadre de vouloir regrouper les Africains, nous organisons une sorte d'aide humanitaire. Nous soutenons les orphelinats. J'insiste sur soutenir et non aider, parce que comme disait le président Sékou Touré en Guinée, de mémoire, une aide qui ne permet pas de se débarrasser de l'aide n'est pas une aide. Donc lorsqu'on va dans les orphelinats apporter les sacs de riz, les sacs de maïs, on n'est pas en train de les aider, on est en train de les soutenir. Parce que si vous aidez quelqu'un, par la fin, lorsque vous tournez le dos, il ne doit plus avoir besoin de votre aide. Donc on les aide, on les soutient. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Nous faisons cela toujours pour rassembler les Africains. Parce que lorsque, sur le plan national, lorsque ceux qui se réclament Betty, Bamileke, Sawa, se regroupent autour d'un projet pour soutenir une orphelinat à Mora, au nord du pays, ou bien sur le plan continental, lorsque celui qui se réclame sénégalais, ivoirien, togolais, se réunissent pour soutenir des orphelinats, je ne sais pas, en Tanzanie. Donc tout ceci nous permettra de brasser les masses, ceci nous permettra de nous unir, de faire disparaître
le tribalisme inventé par les politiciens en Afrique. Donc, Kutenda vient ici balayer le concept ou bien le slogan qu'on appelle pays émergent. Parce que jusqu'ici, je n'ai pas toujours compris, je n'arrive pas toujours à comprendre ce que c'est qu'un pays émergent. Je ne sais pas ce qu'il faut remplir pour devenir un pays émergent. Donc, selon moi, je crois que le concept, le slogan pays émergent est tout simplement une sorte de tampon que les pays dits développés ont sorti une fois de plus comme des magiciens de leur chapeau pour bloquer les pays qui sont en train de monter. Parce que quelque part, ça devenait ridicule de dire qu'un pays comme la Chine, par exemple, est un pays sous-développé et que demain, on s'aligne à Pékin pour prêter l'argent. Ça devenait déjà ridicule. Donc, ils ont sorti le slogan pays émergent pour dire ok, calmez-vous, vous n'êtes pas sous-développés, vous êtes des pays émergents actuellement. Mais ils perdaient le temps parce que si vous allez à Pékin, en Chine, vous demandez à un Chinois ce que c'est que pays émergent, lui il ne sait pas ce que ça signifie. Il te demande ce que c'est. Parce que là-bas, chez eux, en Corée par exemple, ils parlent plutôt de. Je parle pas les langues. Ching Chong, un truc comme ça signifie le bond en avant. Ça ne signifie pas pays émergent, etc. Donc ce n'est qu'en Afrique que ce slogan prospère, parce que chaque pays dit juste, chaque gouvernement dit je serai émergent dans 15 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Même les petites îles comme la Guinée équatoriale, ils disent aussi nous serons des pays émergents dans quelques années. Donc c'est une utopie, cette Kutenda naît dans le même cadre, naît 128 années, au même endroit où l'Afrique a été divisée. C'est quelque chose qui doit nous guider parce que c'est là, en Allemagne, à Berlin, que l'Afrique a été en 1884, au cours de la conférence de Berlin, séparée, divisée avec le compas et le crayon. Donc le fait que Kutenda soit né toujours là en Allemagne, je crois que c'est aussi pas une providence, mais quelque chose qui peut nous guider. Nous voulons, pour l'Afrique, nous avons besoin de nouveaux hommes. Des hommes qui ne restent plus là à attendre le travail, à attendre les concours pour que l'État lance pour aller devenir des fonctionnaires. L'Afrique a besoin de techniciens à présent, d'entrepreneurs, des gens qui sont capables de créer leurs propres structures, de créer la richesse. Donc les fonctionnaires, les ouvriers, nous en avons déjà assez. Maintenant, nous avons besoin de patrons. C'est-à-dire des gens qui sont capables de créer la richesse. Parce que, et pour cela, nous avons besoin, chacun d'entre nous doit être tout simplement des modèles pour la société. Parce que nous n'en avons plus. Lorsqu'on parcourt l'Afrique, les modèles, les références que la jeunesse a, c'est tout simplement des musiciens et des footballeurs. Si vous allez à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, vous demandez à un jeune à qui est-ce qu'il veut ressembler, si ce n'est pas la nation de Bordeaux, ou bien Yoruba, Didier Arafat, c'est mon ami Didier Drogba. Donc c'est soit un footballeur, soit un musicien. Si vous allez à côté, chez les voisins à Lomé, au Togo, ils ont deux modèles là-bas, soit le groupe Toufan, ou bien Adebayor. Si vous venez au Cameroun, si ce n'est pas X-Malea, Jovi, ça serait mon grand frère Samuel. Donc nous n'avons pas de repères. Parce qu'une jeunesse
pour innover, pour s'émouvoir, a besoin de repères, des gens des producteurs de richesse. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, la musique et le sport, ça reste un divertissement. Parce que la musique et le sport, et la musique et le football n'ont jamais développé un pays. Sinon, les pays comme la Martinique, qui nous fait souquer chaque week-end, seraient les pays les plus développés. Ou bien le Brésil de Lula serait les pays les plus développés. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Le président Lula au Brésil ne s'est pas servi de cette grande nation de football qu'est le Brésil, mais il a plutôt mis les Brésiliens au travail. Il a compté sur les hommes. Il a noué des coopérations avec ses voisins, l'Argentine, le Venezuela de Hugo Chavez, bref, tous ses voisins. Et de même, il a aussi signé des partenariats avec des pays comme la Chine, qui ont déposé l'argent, des milliards sur la table, pour lui permettre de diversifier son économie. Donc ce n'est pas le football qui a mis le Brésil sur le chemin d'une croissance à 2 chiffres. Donc nous avons besoin de nouveaux Africains qui ne passent pas le temps, de nouveaux hommes africains qui ne passent pas le temps à dire ceci c'est pour les blancs. À dire que ceci, ce n'est pas pour les... Parce qu'on a tendance souvent à dire ceci, nous ne pouvons pas faire, c'est réservé aux blancs. Ceci, on ne peut pas faire, etc. Nous sommes capables de tout faire. Même tout ce que les blancs font, nous aussi on est capable de produire. Je prends le cas des voitures par exemple. Si on dit qu'on va produire les voitures ici au Cameroun, certains vont dire que c'est faux, que c'est impossible. Mais pourtant, lorsque j'ai travaillé dans ces 2 usines, à Engro, où je portais les roues, je montais les roues, ou bien à Johnson Control, où je montais les sièges de voiture, c'est là que ça m'a permis de comprendre que toute cette grande marque de voitures, que ce soit Opel, Mercedes, Toyota, etc., ils ne produisent pas les pièces. Ils travaillent en partenariat avec des sous-traitants qui produisent ça à des places. Donc ils sont juste là pour monter la voiture. Donc si nous aussi on veut monter une voiture, produire une voiture, on a juste besoin d'aller voir les mêmes sous-traitants et passer notre commande. Donc c'est pas difficile. Donc nous n'avons pas besoin de passer le temps à attendre, à faire la course au diplôme, parce que c'est ça le travail de la plupart des étudiants. Lorsqu'on rencontre 2 étudiants, on les demande, lorsque 2 étudiants se rencontrent, ils ne se demandent pas est-ce que tu as validé, est-ce que tu as assimilé cette leçon et tout. Ils se demandent plutôt est-ce que tu as validé ça, est-ce que tu as validé ça. Donc on ne peut pas voir si on a assimilé, si on a compris ce que ça voulait, l'objectif de cela, mais la plupart du temps c'est juste pour valider. Je n'ai pas validé, j'ai pas rattrapage, je dois valider. Et après, on a un diplôme, une licence, un DEA, un master, mais après on ne fait rien avec. La preuve, ils sont remplis à Douala, à Yaoundé, avec des valises, d'autres sont des pousseurs, d'autres sont les commerçants, mais ils ont plein de diplômes, mais ils ont juste les diplômes, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Donc, nous devons commencer à chercher comment devenir des entrepreneurs. Ne pas attendre, ne pas faire la course au diplôme pour juste avoir le diplôme. Le diplôme pour le diplôme. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec ce diplôme-là. Moi, par exemple, chacun doit choisir son rôle dans la société. Parce que pour ma part, j'ai choisi d'être, comme je vous l'ai dit, un entrepreneur qui est capable de créer la richesse, c'est-à-dire de créer les emplois,
parce qu'on ne peut pas passer le temps à devenir les employés des autres. Il faut qu'on commence à devenir nous-mêmes des patrons. Moi, par exemple, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas besoin de diplôme. Si en Allemagne je vais à l'université, j'étudie, je ne l'ai pas dit, je fais le génie civil. Si je vais même à l'université, c'est juste pour me former. Ce n'est pas pour avoir le diplôme, pour venir après me pencher sur ma table, pour écrire, je viens auprès de votre haute personnalité, solliciter, voici mes diplômes, moi je ne vais jamais faire ça. Parce que je suis un entrepreneur. Donc je n'ai pas besoin de master, de diplôme, de DEA, etc. Parce qu'en réalité, même le bac, je n'ai pas le bac. J'ai juste une copie. Là, c'est mon relevé du bac. Là, c'est mon relevé du bac. La décision, donc bien, la moyenne qui est affichée comme admis, c'est 10,00. Les esprits avertis applaudissent. Ceux qui ne connaissent pas, 10,00, ce sont des médiocres à qui on a ajouté des points. Des points, j'allais dire des moyennes, ce ne sont pas des points. On a ajouté des moyennes pour les faire passer. Donc en réalité, tous ces gens n'ont pas de baccalauréat. Donc on ne peut pas se réjouir d'avoir cela. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec. Parce que voilà donc des pays qui veulent devenir émergents, mais qui font la promotion de la médiocrité. Nous dénonçons cela et nous voulons que ça change. Parce qu'on ne peut pas, la société ne peut pas être régie par ce style de valeurs. Nous devons avoir d'autres valeurs, telles que la méritocratie, l'égalité, la promotion des valeurs plus justes. Bref, la laïcité, les valeurs de la République. Parce que on ne peut pas vouloir bâtir un pays ou un continent avec des gens, en distribuant des points à ceux qui ne méritent pas. Donc ça ne vaut pas la peine. Mais on constate que lorsqu'on compare ce relevé avec ce que je fais avec mon bilan, on voit bien que mon bilan ne reflète pas les 10,00 qui sont écrits là. Parce que je n'ai pas besoin de ça. Je sais que je ne suis pas un cancre. Je ne suis pas un cancre. Et là-dessus, le père de la chimie, Einstein, nous rend hommage lorsqu'il dit ne demandez pas à un poisson de grimper un arbre, sinon vous le traiterez d'idiot toute sa vie. C'est Einstein qui dit ça. Donc d'où le problème de la vocation. Chacun doit doit choisir le domaine où il se sent à l'aise, où il s'épanouit, parce que c'est seulement dans ce domaine-là que vous pourrez donner le meilleur de vous-même. Donc si vous voulez faire la médecine, si vous aimez la médecine, ne venez pas ici à Tchang faire Sciences Éco. Donc restez dans votre domaine et faites-le. Moi, il y a aussi le problème de la spécialisation. Je suis aussi contre la spécialisation parce que c'est la spécialisation est l'une des tragédies du siècle passé.
la spécialisation nous bloque en quelque sorte. Nous avons besoin de nouveaux Africains pluridisciplinaires, c'est-à-dire des gens qui peuvent s'épanouir dans plusieurs domaines. Donc on ne doit pas juste se concentrer dans une seule filière en disant je suis médecin, je ne fais que la médecine, ou bien je suis agronome, je ne fais que l'agronomie. Un bon agronome doit avoir des connaissances en économie. Ainsi, lorsqu'il sera dans une plantation, il verra d'abord le champ avec une tête d'agronome, mais aussi en tant qu'économiste, il pourra aussi, parce que l'essentiel n'est pas de produire, mais il faut aussi vendre. Donc, dans ce domaine, il y a deux partitions, le côté de la production et aussi il faut vendre par la suite. Donc, pour ces nouveaux Africains que nous voulons, nous n'avons donc pas besoin de tous ces papiers. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec les diplômes. Moi, je n'en ai pas besoin. Je peux déjà m'en débarrasser. On déchire les diplômes. On n'en a pas besoin. Les diplômes, on a besoin de patrons parce que tout ça, on n'en a pas besoin. Nous devons être des patrons pour pouvoir créer la richesse. Parce que ce n'est pas avec ces diplômes que nous pouvons développer notre pays ou bien notre continent. Donc, à présent, c'est la fin des discussions. On nous a distrait pendant plus de 50 ans avec des débats pour savoir sur l'afrocentricité, si l'Afrique est entrée dans l'histoire, sur l'Afrique a une philosophie, etc. On n'a plus le temps de discuter, les débats sont finis. Maintenant, on doit passer à l'action. On doit avoir maintenant le courage de renverser la table, le courage de créer la richesse, de créer nos propres sociétés. Et dans cela, les médias ne nous encouragent pas parce qu'ils vont à l'encontre de cela. Quand je reste en Allemagne, parfois je consulte l'actualité du Cameroun par exemple, c'est toujours la même chose. Soit le divertissement ou bien les faits divers. Si on revisite comme ça toute l'actualité, tout ce qui a été à la une dans ce pays au courant de cette année qui s'achève, on aura quelques titres, je vais les mentionner ici. L'année a commencé avec une affaire de bébés volés. On a parlé pendant 6 mois, Vanessa. Après, on a enchaîné avec le code électoral. On a aussi passé une grande partie du temps avec cela. Ensuite, la une était l'arrestation des ministres. On a aussi passé une grande partie du temps avec cela. Ensuite, on a enchaîné avec les lettres. Marafat, première lettre. Marafat, deuxième lettre. Troisième, quatrième lettre. Ensuite, on a encore passé environ 3 semaines pour demander où est passée la 5e lettre. Par la suite, c'était le football. Samuel Eto'o est venu, Samuel Eto'o est parti. Samuel ne veut plus jouer dans les Lions. On l'a appelé, mais il est enfin revenu. Ensuite, on est passé à la première dame. Chantou est partie, elle ne veut plus revenir. Elle est enfin revenue. Et on a fini l'année en beauté avec l'ouvrage de mon grand frère Ateba, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, etc. Donc voilà dans l'actualité
qui animent toute une jeunesse, toute une population au cours de l'année. Là-dedans, on n'a pas entendu parler de l'économie, le pouvoir d'achat, l'emploi, etc. Il y a juste, je crois, le concours de 25 millions, non, 25 000 fonctionnaires, bureaucrates qui ne créent pas la richesse. Je crois que 300 000 se sont présentés. Je ne sais pas comment c'est terminé. Bref, voilà donc ce qui anime l'actualité des pays qui veulent être émergents. Donc les journalistes doivent passer à autre chose, à parler des problèmes, des vrais problèmes, les vrais débats sur l'économie, sur la monnaie, etc. Pour terminer cette première partie, on va faire une petite pause. Je voulais juste vous rappeler que le monde évolue, l'économie évolue, le monde évolue avec une économie de connaissance, une économie de savoir, une économie dans laquelle c'est l'homme qui est au centre du développement. Ce n'est pas autre chose, c'est l'homme qui est au centre du développement. Et les pays qui se disent développés, là c'est juste un jeu de mots parce que les pays développés n'existent pas. Les pays se construisent tous les jours. Si vous allez en Europe, ils bâtissent les autoroutes, les hôpitaux, les ponts, les salles de théâtre tous les jours. Donc le développement n'est pas un truc fini. Le développement, c'est une continuité. C'est le président, le vieux père Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire qui disait « Le développement, c'est une course, c'est un marathon. Aucun pays n'est arrivé et on ne juge personne au départ. Si on avait jugé la Chine au début, on ne devait pas voir tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, maîtrisons les règles du jeu, formons-nous, attachons les godasses et courons. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je pense que le PDG de Courtenda s'est assez appesanti sur le thème. Et maintenant, nous allons passer aux questions. Madame Boumi, aux questions. Bonsoir. Moi, c'est avec la Jean Carole. Faculté de sciences économiques et de gestion. Et je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que nous ajouter les romans au niveau du baccalauréat. Pensez-vous que sans ce baccalauréat, vous seriez assez intéressé? Et si on est entrepreneur, on devient entrepreneur. Merci. Faculté de sciences économiques et gestion. Ma première question va s'axer sur si nous voulons parler du développement de l'Afrique et que c'est la jeunesse qui est au centre de ce développement. Vous ne pensez pas que nous passons un peu plus de temps à décrier qu'à réagir? Première question. Deuxième question. Quels sont les moyens, selon vous, pour l'Afrique, permettant à l'Afrique de se développer? Ça, c'est la deuxième question. Et pour sortir, pour le moment, la troisième question, c'est de savoir, je vois sur votre livre, vous avez renversé l'image de la carte de l'Afrique. Qu'est-ce que ça traduit? C'est que le sort de l'Afrique est déjà scellé, ou bien vous voulez décrire la façon d'après laquelle l'Afrique est gouvernée. Merci. Moi, c'est mademoiselle Choupé, Vanessa de 3-3.
S'il vous plaît, j'aimerais savoir, du moins ma question rejoint celle de mon confrère. J'aimerais savoir comment intégrer le concept Kutenda dans la pratique africaine en général et dans le concept camerounais en particulier. Merci. Bonsoir, moi c'est Marie-Estelle Ledé de la faculté des sciences juridiques et politiques. Vous avez parlé du patronat, donc pour moi, on doit quitter la place d'ouvrier, de manœuvre pour désormais devenir son propre patron. Comment doit-on procéder? Merci. Sciences de gestion du Haut-Rhin. Déjà, on a une motif de venir ici. C'est le fait que j'ai vu sur les tracts un jeune étudiant venant de l'Allemagne. Je me suis dit, bon, c'est quelque chose de nouveau. Parce que nous avons l'habitude d'assister à des conférences débats avec je ne saurais comment qualifier leur degré intellectuel. Je me suis dit, bon, vous avez eu le souci de venir entretenir vos jeunes frères. Alors, ce que j'attends de vous, sur les 3 points que vous avez énumérés, la formation, l'entrepreneuriat et l'innovation, je voudrais que vous nous donniez, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle de vie, mais que vous nous donniez votre touche personnelle pour pouvoir accompagner le Cameroun, l'Afrique, dans le développement. Donc, votre cursus est beau, mais j'attends vraiment quelque chose de vos 3 points. Merci. C'est Gabriel Cameroun. Je vous ai suivi attentivement. Vous dites que les Camerounais passent leur temps à courir après les diplômes, etc. Il faut avoir l'esprit d'entrepreneuriat. C'est très beau d'avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Plusieurs Camerounais pensent comme vous. Mais est-ce que vous avez analysé le contexte socio-économique de notre pays? C'est plutôt le contexte qui est... Moi, je pense que le contexte social et économique au Cameroun est un véritable frein à l'esprit d'entrepreneuriat au Cameroun. L'environnement des affaires n'est pas propice pour faire les affaires. Le Cameroun a un grand record mondial en ce qui concerne la fermeture des entreprises. En tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneuriat performant, comme vous le dites, est-ce que vous avez essayé de mettre sur pied une société au Cameroun? Si oui, quels sont les obstacles que vous avez eu à rencontrer? Ou bien vous n'avez pas eu à rencontrer des obstacles? Et si vous avez cet esprit, essayez, vous allez voir ce que vous allez rencontrer sur le terrain. Merci. Michel, il y a une question derrière. Je suis M. Séguéné du Florentin, professeur des lycées. Et j'ai bien écouté M. Chegadin Boudalot. Ses idées sont très novatrices. Mais je reste sur ma soif malgré tout. Vous parlez de Kutenda. Kutenda, a priori, c'est une organisation de la diaspora. C'est des jeunes africains qui se retrouvent là-bas de l'autre côté et qui essayent de jeter un regard sur le problème de l'Afrique. Bon, nous savons que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous en avons entendu parler avant. Il y en a eu et tous les jours, on nous amène ce débat sur les télévisions. Je voudrais savoir ce que Kutenda voudrait apporter de nouveau. Vous parlez de l'entrepreneuriat, ce n'est pas une question nouvelle, mais je voudrais vraiment savoir, derrière le concept Kutenda, quelle est l'idée nouvelle que vous apportez? Qu'est-ce que vous entendez mettre sur pied comme action pour pouvoir renverser la tendance? Peut-être que vous avez renversé l'Afrique sur votre couverture. Sciences de gestion. Alors, tout à l'heure, vous avez montré votre brillant parcours et tout ce que vous avez fait en Europe. Ma question est celle de savoir, pensez-vous qu'un Camerounais, ici au pays, puisse développer tout ce que vous avez développé là? Ne pensez-vous pas que c'est parce que vous avez été boosté par le fait d'être déjà là-bas? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que vous avez axé votre, je dirais, votre organisme, si je puisse le dire, sur la jeunesse. Mais nous savons tous qu'en Afrique, nous sommes dans un continent qui est piloté par les vieux. Mais qu'est-ce que vous aviez fait? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous limitez uniquement à la jeunesse? Qu'est-ce que vous faites de cette vieillesse qui tient les rênes de l'Afrique? Et qu'est-ce que vous avez parlé tout à l'heure des médias qui ne parlent que
sert de quoi? Qu'est-ce que vous faites pour aller à l'encontre de ces médias? Est-ce que vous avez rencontré ces médias pour essayer de changer les choses? Merci beaucoup. Je suis d'accord avec votre pensée selon laquelle il faut développer l'esprit d'entreprise. Mais est-ce que votre philosophie n'est pas un peu trop cartésienne quand on sait le contexte social que vit notre pays avec les enrichissements plus que les obstacles qu'on rencontre là en haut? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de mysticisme dans tout ça à un certain niveau? Parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et on sait toutes les histoires qui circulent par rapport aux richesses plus tôt, alors à certains entrepreneurs qui sont devenus du jour au lendemain, qui sont passés de l'ombre à la lumière sans qu'on ne comprenne trop comment. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut créer la richesse sans richesse en fait? Ça, c'est la première chose dont nous allons plus. Je suis dans le contexte camerounais. L'handicap qui frappe l'Afrique n'est pas fondé. Et trois, qu'est-ce que Boutenga apprend précisément de nous, jeunes camerounais? Est-ce que Boutenga s'est fondé sur les réalités des Camerounais vivant au Cameroun? Je m'appelle Denis Joël. Je suis étudiant en faculté des sciences agricoles à Brigitte Fajon. Et tout à l'heure, monsieur qui exposait a parlé d'un problème de spécialisation. Soi-disant, on n'avait pas besoin de spécialité. Mais je pense quelque part qu'il est en train de se tromper. Parce que pour la plupart des cas, la majorité des projets aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de spécialistes, je ne vois pas d'économiste en train de planter du maïs parce qu'il ne sait pas comment le faire. Moi, je pense, n'est-ce pas, qu'on a besoin de professionnels sur le terrain et des gens qui spéculent. Donc, franchement, en matière de spécialisation, c'est un problème que je crois Gouden, machin, devrait voir. Merci. À propos du logo de Kutena, pourquoi est-ce qu'on a renversé l'Afrique ainsi? Je vais tenter de répondre à cette question sur 4 volets. D'abord sur le plan disons géométrique, ensuite historique, scientifique et pragmatique. Sur le plan géométrique, l'Afrique, sur cette position, est tout simplement plus stable, puisque sa base est plus grande. Elle n'est plus en suspension sur son bec là, ou bien sur le bout de son revolver. Le président Mobutu disait souvent l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo de Lumumba. Sur le plan, le second plan, le plan historique, sur le plan historique, nous avons cette carte du monde. Cette carte du monde est une carte qui, pour nous, est une carte biaisée. Cette carte est fausse. Puisque cette carte elle a été, je ne sais pas si je vais dire créée, elle a été créée en 1569 par le Belge Mercanto. Sur cette carte, la place de l'Europe
l'Europe a une position, elle était faite pour que l'Europe ait une position dominante sur les autres continents. Donc ils ont essayé, ils ont réussi à mettre dans nos têtes, une sorte de points cardinaux, avec un nord, avec un côté qui est censé être le nord, qui est censé être aussi développé, et un sud où on met là-dedans tous les pays dits sous-développés. Mais nous contestons cette carte-ci là, parce que si on veut diviser le monde en deux parties, d'une manière raisonnable, on doit le faire au niveau de l'équateur. Au niveau de l'équateur. Ainsi, tous les pays qui seront au-dessus de l'équateur seront des pays du nord, et ceux qui seront en dessous seront des pays du sud. Et là, on constate que presque les 3/4 de l'Afrique sont au-dessus de l'équateur. Donc, on peut affirmer sans se tromper que le Cameroun, qui est totalement au-dessus de l'équateur, est un pays du Nord. Donc, on ne doit plus nous considérer comme étant des pays du Sud, puisque nous sommes au-dessus de l'équateur. Si on nous traite de pays du Sud, c'est juste pour nous infantiliser dans une sorte de pauvreté, de sous-développement. Vous êtes au Sud avec l'Amérique du Sud, etc. Sur le troisième plan, qui est scientifique, la Terre est ronde. Elle tourne autour du Soleil, au cours de sa rotation, elle tourne autour du Soleil. Donc, si à un moment de la journée, on observe certains satellites qui sont placés dans l'orbite, on constatera que l'Afrique, à un certain moment de la journée, comme la Terre tourne, à cette position-ci là, à cette position. Mais on ne nous a jamais montré cela parce qu'on veut toujours que nous restons dans le côté du sud, la pauvreté, etc. Sur le plan dernier, le plan du pragmatique, nous voulons tout simplement une autre Afrique. C'est pour ça que nous avons renversé cela. Nous voulons une autre Afrique. Une Afrique qui soigne, éduque, protège et nourrit ses filles et fils. Donc ça, ce sont les 4 plans sur lesquels nous sommes basés pour avoir l'Afrique ainsi sur notre logo et sur nos livres. Vocabulaire, parce que ce sont des mots réservés aux spectateurs. Parce que lorsqu'on a par exemple un match de football, sable de bâtir contre coton, les supporters des deux équipes, soit ils sont optimistes, alors ils disent mon équipe doit gagner ou il va perdre, l'autre aussi, vice versa. Mais le joueur qui est sur le terrain, qui est dans l'action, n'a pas besoin de tout ça, n'a pas besoin d'être pessimiste ou optimiste, parce qu'il sait ce qu'il faut, il sait que la victoire dépend de lui, il est responsable de la victoire ou bien de l'échec. Donc il sait ce qu'il faut faire pour marquer un but, poser le ballon, ouvrir sur les côtés et chercher les avant-centres en avant. Donc ça n'a rien à voir avec le pessimisme ou bien l'optimisme. Donc nous qui sommes dans l'action, nous sommes tout simplement réalistes. C'est-à-dire on essaie de voir les choses en face, les difficultés et tout. Une autre question parlait de comment est-ce qu'on peut, la question était comment est-ce qu'on peut créer la richesse sans richesse. Tout d'abord, l'Afrique a assez de richesse pour son épanouissement, pour son développement. On n'a pas besoin d'aller ailleurs.
Si on a besoin du coltan, on va au Congo. Si on a besoin de l'uranium, on va au Gabon ou bien au Niger. Si on a besoin de l'eau, il y a il y a des fleuves au Congo aussi. Si on a besoin du cacao en Côte d'Ivoire, etc. Donc nous avons toutes les richesses, on a la richesse, on a assis sur la richesse. Peut-être il y a un puits de pétrole là, mais on ne sait pas. Donc on doit juste se former pour avoir la possibilité d'extraire ces richesses nous-mêmes. Parce que la plupart du temps, nous voulons juste travailler comme des sous-traitants. Mais on doit réussir à nous former pour pouvoir extraire ces richesses nous-mêmes. Parce que sur les marchés internationaux, c'est ceux qui produisent qui gagnent le plus. Parce qu'en Afrique, on a plus, ou au Cameroun, on a plus affaire aux revendeurs, c'est-à-dire aux importateurs, ceux qui importent les marchandises, le riz, le sucre, la farine, le poisson, pour venir ici revendre. Ils montent, ils descendent avec les grosses voitures, mais ils croient qu'ils ont l'argent, mais ça, c'est pas l'argent. Ceux qui ont vraiment l'argent, ceux qui bénéficient vraiment, c'est ceux qui produisent. Ce n'est pas ceux qui revendent. Comme par exemple, l'iPhone qui est produit en Chine, à la sortie d'usine, ça coûte dans les 15 €. Mais on nous vend ça sur le marché à environ 600 €. Donc la question qu'on aimerait se poser, c'est où va tout ce bénéfice? Et la réponse est simple, c'est dans les poches de Apple, ceux qui ont mis ça sur pied. Donc nous ne pouvons pas rester à accepter une Afrique comme un dépotoir où chacun vient déverser ses produits venant de tous les quatre coins du monde. Donc nous devons nous-mêmes créer notre propre richesse. Et là-dessus, pour enchaîner directement avec notre question, comment est-ce qu'on peut faire pour les conditions ne sont pas réunies pour l'entrepreneuriat ou la création de richesse. Tout d'abord, c'est vrai, il faut changer le modèle économique. Parce que le modèle économique dans lequel nous vivons, c'est un modèle économique que j'appelle ça un modèle économique extra-populaire. C'est-à-dire un modèle économique qui ne prend pas en compte la situation, les réalités sur le terrain. À titre d'exemple, en Europe, 80% environ de la population vit dans les villes. C'est-à-dire les 80% là créent la richesse, produisent pour eux-mêmes et pour ceux qui sont dans les villes, les 20% qui sont dans les villages. Mais pourtant, ici chez nous, environ 70% environ de la population, 70% de la population vivent dans les villages et 30% en ville. Et lorsqu'on va nous regarder là-dedans, les 30% qui vivent dans les villes ne créent pas la richesse. Si vous allez dans une ville comme Douala, là-bas ils se nourrissent juste du pain. C'est le pain tous les jours. Mais pourtant, le blé qui est utilisé pour la fabrication du pain ne vient pas du Cameroun. C'est la farine importée. Donc cela profite aux paysans européens et non aux paysans africains. Donc on ne peut pas, ce serait une utopie d'attendre que les 30% de la population qui se trouve dans les villes produisent de la richesse pour les 70% qui se trouvent dans les villages. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement inverser la tendance. Parce que ces 30%-là, si vous allez à Douala, une fois de plus, tous ceux qui ont les grosses voitures, ceux qu'on appelle les grands opérateurs économiques, ce sont tous des importateurs. Si vous voyez sur la pare-brise de les belles voitures, il y a la vignette, je crois, PAD. C'est Port Autonome de Douala. Là, c'est la signature des hommes qui sont réguliers au port pour dédouaner
les conteneurs de 40 pieds tous les jours, remplis de farine, de poissons, de sucre, etc. Donc, ce sont ces importateurs qui tuent l'économie locale. Donc, ce que nous devons faire, c'est combattre ces importateurs-là. Mais bien sûr, pas avec les armes, mais plutôt en produisant davantage. En produisant ce que nous consommons et en consommant ce que nous produisons. Pour mettre également un modèle économique qui fonctionne réellement, nous devons revoir le problème de la monnaie aussi. Parce que la monnaie que nous utilisons n'est pas une monnaie de développement, ce n'est pas une monnaie de production. Le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, n'est pas une monnaie qui peut nous permettre de nous développer. Donc nous devons aussi mettre cela de côté. Puisque le franc CFA, chaque pays qui se respecte doit avoir, qui veut se développer, ou bien dans le monde, si on regarde l'histoire du monde, les pays qui ont pu avoir un minimum de progrès humain, tous ces pays-là ont leur propre monnaie. C'est-à-dire, ils ont ce qu'on appelle en économie leur banque centrale, à qui le gouvernement donne des instructions pour produire de la monnaie, pour pouvoir financer la production, c'est-à-dire financer le commerce et les échanges. Donc si nous sommes bloqués au niveau financier, c'est parce qu'on n'a pas la possibilité de manipuler notre monnaie, de donner des ordres à la banque centrale, parce que ça ne nous appartient pas. On avait encore une autre question. Butenda, qu'est-ce que Butenda compte faire, le concept Butenda compte réellement faire pour la jeunesse africaine, ou bien actuellement, qu'est-ce que de concret Butenda peut faire? Tout d'abord, le problème que nous avons, c'est d'abord un problème de pédagogie. C'est d'abord ça qu'il faut revoir. On ne peut pas aller rapidement pour rien. Nous devons d'abord revoir tout ce discours, tout ce vocabulaire que nous employons. Donc maintenant nous sommes dans une phase pédagogique. Ce que nous faisons maintenant, c'est tout simplement pédagogique. C'est-à-dire nous essayons d'apporter un nouveau discours, nous essayons d'apporter des nouveaux mots, de nouveaux vocabulaires, des nouveaux concepts. Et c'est un peu ça qui est détaillé dans le livre qu'on a produit, Butenda, le tome 1, le miracle économique. Là-dedans, on essaie de donner quelques points, tels que, on a 5 chapitres, le rôle de la diaspora pour le développement de l'Afrique, l'éducation au service du progrès humain, le problème des autoroutes, etc. Question de temps, on ne va pas s'attarder là-dessus. Vous aurez le livre, vous pouvez le consulter. Je vais juste m'attarder sur un point qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter ici, c'est le problème des autoroutes. Nous pensons que l'Afrique, pour le moment, n'a pas forcément besoin des autoroutes. On peut le faire plus tard, mais pour l'instant, on a des priorités dans l'éducation, dans la santé et dans autre chose. Parce qu'on a un discours selon lequel autoroute égale lutte contre les accidents. C'est-à-dire, si on a une autoroute qui va de Tchang à Bafoussa, on n'aura plus d'accidents. Mais pourtant, le rôle d'une autoroute, ce n'est pas de mettre fin aux accidents de la circulation. L'autoroute a été créée tout simplement pour permettre la facilité pour partir d'un point A à un point B. Donc les autoroutes, c'est vrai que l'autoroute est plus sécurisée que les axes que nous avons ici, mais son rôle principal n'est pas de faire disparaître les accidents. Parce que pour lutter effectivement contre les accidents de circulation,
nous avons besoin de mettre en place certains points, à revoir certaines choses, comme par exemple sur le plan des infrastructures et du code de la route. On doit d'abord revoir en premier lieu l'excès de vitesse, la limitation de vitesse, puisque la plupart des accidents de circulation sont dus à l'excès de vitesse. Donc nous devons tout simplement réduire la vitesse. Parce que ce qu'on a ici, qu'on appelle les axes roux, ce sont, en Allemagne, on appelle ça en allemand Landstrasse. C'est-à-dire ce sont des routes réservées pour des trafics bas, c'est-à-dire des routes qui ont des capacités. La capacité, c'est le nombre de véhicules qui circulent à un point donné, un certain temps. Donc ce sont des routes qui ont des capacités basses. C'est fait pour les campagnes, où les vieillards vont acheter le lait, ils vont juste à l'hôpital. Donc sur ces routes-là, ils ne roulent pas à forte vitesse. Mais la vitesse recommandée, je crois, c'est 90 km/h. Mais ici, chez nous, on constate que sur ces mêmes autoroutes, non seulement la plupart sont dégradées, mais nous roulons à plus de 150, 140, 130. Donc c'est un suicide de rouler à 130 km/h sur ce style de route-là. Donc nous devons revoir la limitation de vitesse. Le deuxième point, c'est aussi une sorte de parking. Nous n'avons pas de parking sur nos routes nationales. Parce que la plupart des accidents sont aussi causés par la fatigue. C'est-à-dire les chauffeurs n'ont pas un lieu où ils vont se garer pour récupérer, soit pour boire. La plupart du temps, ils se garent à travers des routes pour acheter rapidement une viande ou bien boire une bière et repartir. C'est ça aussi qui cause plein d'accidents. Aussi sur le plan de la voiture elle-même, nous devons d'abord voir comment on peut bloquer tous ces cercueils roulants qui sont déversés tous les jours dans nos ports, nos différents ports. Donc on ne peut pas laisser rouler sur la route des voitures qui sont plus vieilles qui ont plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est pas possible. Sur le troisième plan, l'homme dans tout ça, l'homme est au centre de tous ces accidents-là parce que c'est lui qui construit les routes, c'est lui qui est au volant, c'est lui qui est chargé d'entretenir la route. Donc c'est l'homme qui doit être sensibilisé le plus. Et nous avons aussi les permis de conduire qui doivent être revus parce que plein de gens obtiennent le permis de conduire comme ça. On ne sait pas où ils ont trouvé cela, ils n'ont pas été à l'auto-école et tout. Donc c'est ça aussi qu'il faut revoir pour lutter effectivement contre les accidents de circulation. Ce n'est pas l'autoroute qui va venir tout résoudre ces problèmes-là. On peut utiliser cet argent-là pour l'instant pour faire autre chose avant de pouvoir par la suite réfléchir comment est-ce qu'on fait les autoroutes. Parce que ça ne sert à rien d'aller prêter l'argent au bailleur de fonds, bien au FMI, pour venir construire des autoroutes alors qu'on a des problèmes de chômage, on a des problèmes d'emploi, etc. Donc, pour résumer, Kutenda vient pour apporter un nouveau discours pour sensibiliser toutes ces jeunesses qui abandonnent à elles-mêmes, pour les permettre d'abord de comprendre les réalités, le mode de fonctionnement de l'économie, etc. Ce qu'on a fait de concret, nous n'avons encore pour l'instant rien fait de concret, nous avons juste produit ces ouvrages. Le premier, comme je l'ai rappelé, c'est Kutenda, le miracle économique, avec ses chapitres. Le deuxième ouvrage, c'est Partenariat Sud-Sud, notre soleil se lèvera bientôt. Partenariat Sud-Sud, c'est un livre, je l'ai écrit entre deux guerres, entre la guerre du cacao
en Côte d'Ivoire et la guerre du pétrole en Libye. Pendant cette période, nous avons constaté, d'abord on se disait que l'Afrique peut se développer seule, sans d'autres personnes, faire appel à d'autres nations, que l'Afrique pouvait se renfermer, comme la Chine a fait pour se développer tout seul. Mais on a constaté que pendant ces deux crises, il n'y a pas eu d'unité, il n'y a pas eu de soulèvement populaire, c'est plutôt chaque pays a été abandonné à lui-même. On parlait de la crise ivoirienne, on parlait de la Libye pour les Libyens, à présent c'est le Congo congolais, etc. Donc nous avons besoin d'un nouveau discours de ceux qui viendront dire l'Afrique aux Africains et se mettre tous ensemble pour construire une Afrique meilleure. Sur cette photo, on l'a prise dans le sous-sol d'une entreprise où on avait les assiettes. Là, sur le sous-sol, le t-shirt rouge là, c'est le t-shirt que la société nous donne. Et ce qu'on a sur la tête, c'est pour l'hygiène, donc pour que les cheveux n'entrent pas dans les repas qu'on cuisine là. Et là, c'est donc des collègues avec qui on a lavé les assiettes et cuisiné. Au centre, à droite, d'abord, nous avons un Indien. Il habite à Essen. Et au centre, on a une femme chinoise. Donc, cette image est symbolique pour nous parce que nous avons la femme au centre de ce que nous faisons. Parce que nous voulons mettre la femme au centre la femme doit être au centre de tout ce que nous faisons. Donc, avec le recul, en voyant ce qui se passe en Syrie à présent, nous avons observé que la Chine et la Russie ont mis leur veto pour empêcher l'agression de la Syrie. Mais pourtant, en Côte d'Ivoire et en Libye, il n'y a pas eu de veto. Donc nous écrivons ce livre pour dire à nos dirigeants et à nos intellectuels de renforcer nos partenariats, nos liens avec ces pays-là, pour qu'ensemble nous puissions construire une Afrique meilleure. Parenthèse, ceux qui agressent la Syrie, peut-être ils ne savent pas ils ont peu de connaissances en arabe, parce que le nom du président syrien, Assad, en arabe, ça veut dire le lion. Donc il n'est pas là pour s'amuser. Donc le président Assad, soit il gagnera, soit il tombera les armes à la main à martyr. Comme notre guide Kadhafi. À propos de la spécialisation, nous avons... il y avait une question sur la spécialisation. C'était si nous n'avons pas absolument besoin de spécialistes. Le problème de l'Afrique, c'est que nous avons peu de spécialistes. Là, ce n'est pas le problème. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas besoin de gens, des techniciens capables de faire le travail. Mais tout simplement, nous ne devons pas nous focaliser sur une seule discipline. Nous devons être capables de nous épanouir sur des domaines différents. Parce que c'est en période de crise qu'on a besoin des gens qui font dans plusieurs choses. Parce que la crise qui se passe en Europe maintenant, c'est un problème d'incompétence, de mauvaise gouvernance des politiciens qui sont en France, en Espagne, etc. Ce ne sont pas des techniciens. Parce qu'un pays comme la Chine, avant de devenir président, il faut d'abord faire des études d'ingénierie. Parce que c'est en tant qu'ingénieur qu'on a la capacité de produire les brevets. Parce que c'est avec les brevets qu'on innove. On ne se lève pas un matin comme ça. Donc, il faut former les ingénieurs qui
qui seront capables de produire des brevets pour créer ainsi la richesse. Donc, dans un pays comme l'Espagne, j'ai une anecdote là-dessus. L'Espagne, c'est un pays fortement en crise et il y a un journaliste qui fait du micro-trottoir. Il demande à un homme qui passe qu'est-ce que vous pensez de la crise, etc. dans notre pays, l'Espagne. Alors le monsieur lui répond, moi je ne suis pas économiste, laissez ça aux économistes, moi je suis médecin. Alors le journaliste lui dit, vous les médecins aussi, vous serez frappés par la crise parce que le gouvernement entend réduire les dépenses de l'État en tapant dans les salaires, en licenciant certains médecins, etc. Lui dit, le médecin dit, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas que médecin, je suis, qu'est-ce qu'il dit, je suis spécialiste, je suis chirurgien. Donc il va encore plus là-dedans. On dit, ok, mais les chirurgiens ont le même problème. Il dit, non, je suis chirurgien de la main. Je m'occupe juste de la main. Donc s'il y a la crise ici, je peux aller dans un autre pays m'épanouir. Donc voilà donc un peu ce qui bloque un pays en crise comme l'Espagne. C'est tout simplement la sensibilisation qui bloque un pays comme l'Espagne. Parce qu'en période de crise, on a besoin d'hommes qui seront capables de réagir dans plusieurs domaines. Ils ne viendront pas dire, moi je suis juste médecin, le reste ne me regarde pas. Pourtant, nous sommes tous concernés. On avait encore une autre question. Est-ce qu'on devient entrepreneur ou est-ce qu'on est entrepreneur? On ne peut pas naître étant entrepreneur. Tout le monde, pour avoir tout ce qu'on a dans la vie, le destin n'existe pas. Tout ce qu'on a dans la vie, c'est ce qu'on obtient à travers notre travail, formation, innovation. On ne peut pas dire je suis né entrepreneur. Personne n'est né entrepreneur. C'est souvent, la plupart du temps aussi, les conditions dans lesquelles vous vivez qui vous poussent souvent à devenir des entrepreneurs. Parce que la plupart des gens restent juste, ils attendent. Mais ceux qui on devient entrepreneur. On ne naît pas entrepreneur, on ne naît pas économiste, etc. Donc tout cela n'est pas un truc acquis, ça s'apprend en fonction du domaine dans lequel, l'environnement dans lequel on évolue. Il y avait une dernière question. Comment est-ce qu'on va réaliser tout cela si on regarde les réalités sur le terrain? C'est presque impossible. Je suis là, je voudrais dire que, une fois de plus, ce n'est pas un problème. La seule méthode, la seule issue, comme dit le professeur Benga, c'est tout simplement la fédération africaine. Donc c'est tout simplement, nous avons juste besoin de nous unir tous comme des frères. C'est Martin Luther King qui disait, vous devez apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon vous mourrez tous ensemble comme des idiots. Donc ce qu'on a fait, c'est juste créer une vraie fédération africaine qui pourra gérer toute cette crise-là. Parce que à l'heure où nous sommes un seul pays, que ce soit tous ces petits pays, Gabon, Cameroun, Sénégal,
ils sont incapables, seuls, d'améliorer les conditions de vie de la population, puisqu'ils n'en ont pas les moyens. Nous sommes au Cameroun avec environ 30 millions d'habitants. En face, on a la Chine qui a 1,3 milliard d'habitants. On a le Gabon, on a peut-être la Guinée équatoriale qui n'a même pas 1 million d'habitants. En face, on a toute l'Union européenne qui s'organise pour former une sorte d'unité pour devenir un seul pays, pour aller aussi s'attaquer aux autres peuples. Et on a aussi l'Amérique du Sud qui est en train de s'organiser avec le président Lula, le président du Venezuela, Hugo Chavez, pour essayer de fédérer aussi l'Amérique du Sud. Et le cas des États-Unis, ils sont déjà unis depuis des années. Donc nous n'avons pas besoin de faire la magie, nous avons juste besoin de faire ce que les autres nations ont aussi fait. Parce que l'histoire des États-Unis est très simple. Nous sommes en juin, le 26 juin, je crois, 1790, à New York, 3 hommes, Jefferson, Hamilton et son ami, se regroupent là autour d'un dîner et ils discutent des problèmes des États-Unis, de leurs États qui étaient encore séparés. Et à la fin de ce dîner, ils décident de créer une capitale fédérale qu'ils ont appelée Washington, sur le plan économique, de produire des bons de trésor, et sur le dernier, de créer la fédération. Donc ils n'ont pas eu besoin d'organiser des conférences, des débats, etc. pour discuter, pour savoir. Donc le problème de la Fédération africaine n'est plus un débat. C'est depuis 1961 que les hommes comme Kwame Nkrumah, dans son livre Africa Must Unite, l'avait déjà dit depuis. Donc on n'a plus besoin de réfléchir là-dessus. C'est tout simplement la solution. Parce que ceux qui nous ont divisés en 1884, ils sont tous fous, puisqu'ils savaient qu'en le faisant, ça contribuait à fragiliser le continent. Ils ne sont pas forcés. Ils ont réussi à le faire. Le résultat, c'est M23 au Congo, le CNT en Libye, les rebelles au pouvoir ici et là, etc. Donc ce n'est plus un débat sur la Fédération africaine. C'est tout simplement ça qui nous permettra de fédérer et de pouvoir répondre aux attentes de nos populations. Je crois que j'ai essayé de répondre à toutes les questions. Nous sommes au Cameroun. La dernière question, c'était à savoir si Kutenda est juste une organisation de la diaspora. Nous ne sommes pas juste une diaspora qui est en train de s'organiser. Nous sommes en train de sensibiliser les Africains qui ont quitté le territoire pour aller se réfugier en Asie, en Europe, en Amérique, etc. Nous sommes en train de leur donner des éléments qui les permettront de comprendre que le paradis c'est ici. Donc ils doivent rentrer, qu'on doit rapidement se former pour revenir en Afrique, apporter notre contribution à l'évolution du continent. Parce que lorsqu'on suit le discours de tous les Africains de la diaspora, la plupart, ils veulent se marier là-bas, ils veulent rester là-bas, ils veulent aller là-bas pour gagner 2000 €, continuer à travailler là-bas. Donc nous voulons qu'ils reviennent sur le continent. Pour terminer, à titre de conclusion partielle, j'allais dire, parce qu'on ne conclut jamais
le débat sur l'avenir d'un peuple. Comme conclusion partielle, je voulais tout simplement dire que l'Afrique, nous avons comme devoir, nous la jeunesse africaine, de prouver à nos populations, à nos masses populaires, et surtout à la communauté internationale, bref, le reste du monde, que le progrès humain n'est pas un gros mot, et encore moins un mot étranger à l'Afrique. Pour les afro-pessimistes qui doutent encore, nous ne les attendrons pas, puisque notre train est déjà en marche. Mais nous les rappelons que l'histoire aura des retardataires. Pour terminer ici, nous ne pouvons que souhaiter que nos ancêtres nous accompagnent dans ce que nous faisons. Vive Kutenda et vive l'Afrique. Merci. On va passer à la discussion des livres. On commence par cette rangée.